La cause d'un tel bouleversement est dans le Critias l'orgueil des hommes. Ceux-ci, en effet, semblent toujours désirer plus, ne sachant plus comment se satisfaire de leurs richesses, et mettant alors tous les moyens en œuvre en vue de la réalisation de leurs appétits. Dès lors que l'on entend retrouver cette cité idéale, ou plutôt son équivalent fait par des hommes, il convient alors, logiquement et nécessairement, de supprimer chez l'homme les sentiments de cupidité, d'orgueil, d'envie et de jalousie. Pour ce faire, quoi de mieux que de supprimer la cause de ces conflits, la richesse elle-même, la volonté de richesse. Platon désire alors instituer une cité sans conflit de classe, où les hommes seraient, pour reprendre l'expression d'Alan Ryan que j'ai été absolument incapable de traduire en français, public spirited, ça ne me semble plus parlant en anglais qu'en français, je sais pas. Alors donc il s'agissait pour Platon donc d'instituer une cité sans conflit de classe où les hommes seraient, donc parce que aussi c'était un adjectif, donc c'est pour ça peut-être que j'ai pas parlé plus. Donc voilà, serait animé cette fois par l'esprit public. Donc le philosophe, pour installer cette harmonie sociale, propose alors une véritable constitution qui repose sur les seuls hommes. Donc là on sort du contexte divin et on laisse les dieux dans le Critias. Et donc les hommes seraient capables de mettre fin à la discorde dans la cité. Donc les seuls hommes capables de ça, ce seraient les philosophes, les fameux philosophes. Quoi. Alors ceux-ci doivent construire un régime basé sur la sagesse, la vertu et le courage. Alors il s'agit d'abord, donc là il y a, avant de vraiment être dans le cœur du problème de la propriété, il faut me rappeler brièvement comment devait être la cité telle que la voulait Platon. Donc il s'agit d'abord pour le philosophe de séparer les différentes classes dans la cité. Il y a d'un côté ceux qui font les lois et prennent les décisions, en quelque sorte qui sont garants de l'équilibre social qui va régner par la suite dans la cité. Donc ce sont les gardiens. Alors même si cette classe politique est séparée du reste de la cité, elle reste tout de même sous le contrôle des citoyens. Mais comment faire pour que ces gardiens soient les garants d'une stabilité et d'une paix? Donc pour sortir d'un système aristocratique ou oligarchique, c'est le système auquel on pense tout de suite quand on parle de mettre des hommes au-dessus des autres, donc ces systèmes qui mèneraient aussi fatalement à des conflits internes, Socrate propose de supprimer la cause de tout conflit d'intérêt. Donc pour reprendre un peu le schéma, il y a des conflits dans la cité, ces conflits viennent de conflits d'intérêt, et ces conflits d'intérêt ont eux-mêmes une source qui est la propriété. Donc pour ce faire, Socrate, Platon, en citant Socrate, décide que les gardiens, je cite, ne posséderaient rien en propre. Il s'agit alors de soumettre la réalisation de leurs besoins au reste de la classe politique qui leur procure, je cite, un salaire de la garde qu'ils assurent. Ainsi, les philosophes rois dépendent pour leur subsistance, de même que pour leur logement, des travailleurs. C'est en 416d. Donc voilà ce que propose Socrate. Alors il faut que leurs habitations, donc aux gardiens, comme l'ensemble de leurs biens, ne les empêche pas d'être des gardiens aussi parfaits que possible, et que rien ne les dispose à la malveillance à l'égard des autres citoyens. S'ils doivent devenir tels que nous venons de dire, s'il ne faut pas qu'ils mènent leur vie et soient logés selon certaines modalités particulières. D'abord, nul bien ne sera la possession privée d'aucun d'entre eux, sauf ce qui est de la première nécessité. Ensuite, aucun ne possédera d'habitation ou de cave tel que quiconque le souhaite ne puisse y entrer. Quant aux commodités qui sont nécessaires à ces hommes, qui sont des athlètes de la guerre à la fois tempérants et courageux, que cela soit d'une ordonnance des autres citoyens qui leur alloueront en compensation de leur garde ce qu'il faut pour traverser l'année, sans surplus ni manque. Donc ces gardiens, ainsi dit-il plus tard, n'ont pas besoin de l'or et de l'argent des hommes. Et en 464c, il reprend cette idée. Voilà, les gardiens ne devaient posséder ni maison privée, ni terre, ni biens, mais qu'ils devaient recevoir leur subsistance des autres comme salaire de leur garde
et la dépenser tous en commun s'ils voulaient être réellement des gardiens. Donc, dès lors, en suivant ces préceptes, il ne peut y avoir pour Platon qu'une harmonie durable au sein de la société, puisqu'on a séparé les classes qui allaient travailler des classes qui allaient dominer, et ces classes dominantes ne seraient pas en conflit avec les autres, puisqu'il y a une harmonie, un équilibre qui s'instaure entre eux, dans la mesure où les gardiens, eux, font les lois, sont les garants de la cité, mais en même temps n'ont pas les richesses et ils dépendent des gens qui vont gouverner. Donc il ne peut y avoir qu'une harmonie durable au sein de la société. Toutefois, comment procéder pour que les gardiens détenteurs du pouvoir ne soient pas tentés d'amasser tout de même, comme le fils de l'homme aristocratique, donc c'est ce qu'il disait dans le Chrysère, des richesses, bouleversant ainsi l'ordre. Pour ce faire, une éducation stricte doit être mise en place, fort différente, notons-le, de l'éducation qui était donnée par les femmes à l'époque où Platon est à Athènes. C'était les femmes qui éduquaient les enfants, et donc Platon ne veut pas ça du tout. Les femmes ne sont pas capables de faire de futurs hommes bien, donc il veut leur retirer l'éducation et la remplacer par une éducation corporelle, intellectuelle. Il s'agit d'instituer chez les futurs gardiens un unique type d'intérêt, celui de la cité. Ainsi, toute entité pouvant éveiller le désir chez ces hommes est à proscrire, et c'est dans cette perspective que la communauté des femmes et des enfants est instaurée. Je cite, puisque chacun croira voir dans les autres un frère ou une sœur, un père ou une mère, un fils ou une fille, aucun ne verra son prochain comme un étranger. Il s'agit donc de créer une communauté des affects au sein de la classe des gouvernants, une homogénéité de leur configuration émotionnelle, afin de n'éveiller en eux qu'un seul type d'attachement, l'attachement de la cité, ce qui va permettre de ne plus détruire la cité de l'intérieur. Donc on voit là, c'est là un peu la complexité de la pensée de Platon. Il y a un lien très fort entre à la fois la communauté des biens et la communauté des affects, puisque il faut détruire la propriété, il faut la supprimer pour qu'on puisse avoir une communauté des affects qui va permettre l'union d'une société, qui va permettre la paix, et cette paix, si la propriété venait à être à nouveau en place, serait détruite à nouveau par des luttes à terme. Donc il y a un équilibre vraiment à instituer. Donc ce communisme de Platon, au sens où tout est commun à tous, tant les biens que les femmes, les enfants, est une alternative positive à la compétition, aux ambitions personnelles. Ce communisme permet de stopper la division et de mettre en place une coopération de chacun. Chacun est à sa place, chacun a un rôle à tenir, des choses à faire pour l'équilibre de la cité. Donc ici, il n'y a pas, on ne peut pas vraiment parler non plus de communauté de propriété, mais plutôt en fait d'une absence de propriété. Donc c'est pour ça que le terme communisme est peut-être à nuancer. Donc dans cette constitution, Platon met alors fin à la discorde qui a conduit la démocratie à sa perte. Il réussit à partir du multiple de faire de l'un à fonder une unité de la communauté politique, exempte de discorde et de ce fait forte et durable. Un tel régime permet donc d'instaurer une stabilité, une cohésion et donc une force.